Ça y est, voici enfin un nouvel épisode de cette série présentée par l'Institut des sciences de l'environnement. Je vous rappelle la prémisse. Bien, on s'est dit, si la pandémie qu'on traverse en ce moment est l'occasion d'écouter un petit peu plus qu'avant les gens de science, pourquoi pas en profiter pour leur donner la parole, pour leur proposer de nous suggérer d'autres courbes à aplanir que celles d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième vague pandémique, parce qu'il y a bien d'autres courbes inquiétantes sur cette planète. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Joanne Saint-Charles, qui est professeure au département de communication sociale et publique ici à l'UQAM et qui est directrice de l'Institut Santé et Société. Bonjour, Joanne Saint-Charles. Bonjour. Alors, dans votre cas, je suis intriguée et très intéressée de voir sur quel terrain vous allez nous amener. Vous n'êtes pas du tout issu du domaine des sciences dures liées à l'environnement. Vous êtes vraiment clairement du côté des sciences sociales, de la communication. Alors, justement, de quels grands enjeux avez-vous envie qu'on parle aujourd'hui? Bien, moi, j'aimerais justement vous parler d'une courbe qui est la courbe des inégalités, qui est malheureusement qui aurait grandement besoin d'être aplanie. Et j'aimerais ça vous montrer, si j'y parviens, que les inégalités dont on voit là, de plus en plus, juste à regarder les journaux, qu'elles s'agrandissent depuis le début de la pandémie. J'aimerais ça vous montrer aussi qu'il se passe la même chose pour les changements climatiques, même si on le voit moins, parce que c'est plus lent, la crise climatique est plus lente, mais ça se passe toujours dans les crises. Et chaque fois, on se dit « Ah, la prochaine fois, il faudrait qu'on s'en occupe. » Ah bon, alors ça va être intéressant de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire en amont, bien sûr, pour éviter que les courbes montent. Et dans ce cas-là, quand on parle de courbes d'inégalité, Joanne, on parle d'inégalité, on pourrait parler de plusieurs formes d'inégalité. Oui, particulièrement les inégalités entre les hommes et les femmes, parce que les enjeux de genre dépassent un petit peu ça, parce qu'il y a des personnes qui se réclament aussi d'autres genres. Mais là, je vais m'attarder sur les différences entre les hommes et les femmes telles qu'on les voit se manifester. Et pourquoi? Parce que j'aurais pu parler des inégalités entre différentes cultures, âges, statut de santé. Économique, bien sûr, aussi. Économique, bien entendu. Oui. Mais il y a... les inégalités de genre sont transversales. On est toujours un homme ou une femme. Alors, les oppressions que subissent les hommes noirs ne sont pas les mêmes oppressions que subissent les femmes noires. Alors, il y a des enjeux qui rejoignent, et bien entendu, des femmes de classe moyenne, blanches, souffrent moins de certaines inégalités de genre que d'autres personnes en statut de pauvreté. Mais il reste que ça rejoint. Alors, j'ai choisi celui-là. Sinon, on passerait 3 jours ensemble à parler de toutes les inégalités. Oui. Alors, Joanne Saint-Charles, si on veut plus spécifiquement aborder justement ces inégalités qui s'accroissent en temps de pandémie, quels seront pour vous les marqueurs principaux, là, les plus clairs pour vous? Les différences d'emploi entre les hommes et les femmes travaillent beaucoup dans le système de santé. Actuellement, la COVID, la maladie elle-même, semble beaucoup plus difficile pour les hommes, plus difficile pour les hommes que physiologiquement. Physiologiquement. Oui. Mais pourtant, c'est les femmes qui l'attrapent le plus. Ah bon? Oui, les statistiques, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, les statistiques montrent que c'est les femmes qui attrapent le plus la COVID. Mais pourquoi? Bien, parce que ce sont aussi les personnes dans le domaine de la santé, dans le domaine des services et dans le domaine de l'entretien ménager. Et de l'éducation, on pourrait ajouter l'éducation ici. Et l'éducation, merci. Oui. Alors, on a fait le tour des endroits où les gens sont le plus exposés, sont le plus contaminés, et c'est plus souvent des femmes. Bon. Alors, premier marqueur intéressant, donc les femmes attrapent plus la COVID. À partir de là, est-ce qu'on peut aussi parler d'inégalités qui sont moins directement liées à la maladie physique elle-même, mais d'une manière indirecte quand même à la pandémie? Vous donner un autre exemple qui ne concerne pas les femmes, juste pour montrer aussi comment des choses structurelles se réinscrivent en temps de crise. Vous avez vu sans doute, comme beaucoup d'entre nous, les journaux titrer à quel point les écarts, les décès aux États-Unis étaient beaucoup plus l'affaire des personnes noires que des personnes blanches.
Et une étude a montré qu'en fait, quand les Noirs se rendent à l'hôpital, ils meurent moins que les Blancs. À travers les États-Unis, c'est l'accès aux services de santé pour les personnes les plus pauvres, et les Noirs font partie des personnes les plus pauvres. Donc, quand on parle de problèmes systémiques, là, ça, c'est un type d'exemple aussi. Les écoles ont fermé et les enfants se sont retrouvés à la maison. Encore aujourd'hui, toutes les études montrent que c'est majoritairement les femmes qui s'occupent du travail domestique, des soins. Et pour les universitaires, elles ont eu une baisse de publications remarquable. Ah, déjà, on peut, Il y a ça. une étude notamment qui est allée voir ce qu'on appelle les pré-publications en sciences, c'est-à-dire qu'une fois qu'un article est accepté, on peut y avoir accès avant qu'il ne soit officiellement publié. Et il y a une baisse assez terrible. C'est plus de 30 par rapport à ce que c'était. C'est vraiment, c'est notable. Et très souvent, donc, même dans un contexte où une femme a une carrière très avancée, si elle est rendue à publier des articles scientifiques, c'est ce qu'on imagine, c'est elle qui va être la première, entre guillemets, sacrifiée, qui va rester à la maison près des enfants. Oui. Ça, c'est quantifié aussi. Ça, c'est quantifié aussi. Mais il y a aussi tous les emplois de service. On a fermé les restaurants, on a fermé l'hôtellerie. Beaucoup de femmes ont perdu leur emploi. Des emplois qui sont tous relativement précaires ou à faible revenu. Et on sait que les femmes font aussi partie des personnes racisées, font aussi partie des personnes à faible statut financier. Donc, double impact. Double impact, encore une fois. À travers le monde, les femmes produisent, selon la région du monde, de 45 à 80 de la production de nourriture. Elles sont responsables dans le monde à travers ça. Et les changements climatiques rendent plus difficile la production de nourriture. Alors, encore une fois, on se retrouve, c'est comme une question d'emploi qui est affectée, qui est être agricultrice, on ne considère pas comme un emploi où on perd son salaire, mais ça reste quand même, quand on est chargé de l'alimentation, de produire des aliments et qu'on n'y arrive plus à cause des changements climatiques, bien, c'est encore une fois... Il y a une précarité. Il y a une précarité. Oui, oui. Alors, Joanne Saint-Charles, c'est là que le parallèle est intéressant entre cette crise beaucoup plus vaste qui est la crise des changements climatiques et la crise pandémique. Mais si je comprends bien, les mêmes fragilités, les mêmes failles dans les systèmes se révèlent, en accéléré dans la pandémie, mais quand même globalement aussi dans le cadre de la crise climatique. Donc, on est devant l'évidence qu'avec la crise des changements climatiques aussi, il y a cette aggravation des inégalités. Qu'est-ce que c'est, selon vous, les meilleurs outils dont on dispose pour commencer à intervenir? Est-ce qu'on va aller du côté de ce qu'on appelle l'analyse différenciée selon le sexe? Bien, c'est une piste, c'est ce qu'on appelle maintenant l'analyse différenciée selon le sexe et intersectionnelle. C'est le fameux ADS+. ADS+. Intersectionnel, ça a l'air d'un drôle de mot, mais en fait, ça veut juste dire qu'il y a des personnes qui subissent des oppressions sous plusieurs chapeaux. Comme je disais tantôt, une femme qui est infirme ne vit pas les mêmes contraintes qu'un homme qui est infirme, même si l'infirmité en soi, le handicap peut être une situation pour les deux. Alors, ce serait intéressant, maintenant que vous avez ajouté ce petit plus-là, de nous rappeler les bases de l'ADS. À quoi ça devrait servir, cet outil-là? L'ADS et l'ADS+, est un outil qu'on utilise particulièrement pour les politiques publiques. On peut l'utiliser dans plein d'autres contextes où, quand on propose un changement, on s'interroge sur quel va être l'impact différencié de ce changement sur tel groupe social. Je pourrais vous donner peut-être un exemple en changement climatique où ce n'est pas fait et où ça pourrait être fait. Parmi les recommandations, évidemment, puis sur le fond, on est tout le monde un peu d'accord, on veut augmenter les espaces verts dans les milieux urbains en particulier. Et on propose aussi de réduire les éclairages qui créent de la pollution lumineuse et qui consomment de l'énergie, bien entendu. Le problème, c'est que si vous êtes une femme, vous promenez dans un parc sombre le soir, là, c'est peut-être pas une bonne idée. Si vous voulez rentrer chez vous et qu'il y a plus de végétation et moins de lumière,
à l'heure actuelle, dans les conditions dans lesquelles on vit, les femmes ont plus de chances d'être agressées. Donc, comment pourrait-on augmenter, par exemple, la végétation, une position avec laquelle je suis tout à fait d'accord, en veillant à la sécurité des femmes? Donc, l'idée n'est pas de bloquer des réformes qui sont bonnes pour le climat dans ce cas-là, mais de dire comment, en les implantant, on peut tenir compte de la réalité spécifique aux femmes. Voilà. D'accord. Mais encore une fois, si je donne un exemple, on sait très, très bien les problèmes de violence conjugale. Ça, c'est très documenté au Québec. Il y a des centres pour femmes victimes de violences, etc. On a décidé, on a pris une politique de cloisonnement, de garder les personnes à la maison. OK. C'était peut-être la meilleure chose à faire pour la COVID, qu'on soit chez soi et qu'on soit cloîtré un peu. Mais on savait, ce n'était pas un secret, que ça augmenterait la fragilité des femmes qui sont victimes de violences. Donc, dans ce cas-là, il y a une ADS+, là, une analyse différenciée selon le sexe, qui aurait dû quoi? Qui aurait dû inciter à prendre des précautions, à alerter quel genre de milieu, à faire quoi, Joanne Il y a Saint-Charles? beaucoup d'organismes communautaires qui aident ces femmes, qui les soutiennent. La chose à faire, c'est de contacter les spécialistes du domaine. Et il y a beaucoup de chercheuses et chercheurs aussi qui travaillent sur ces questions-là. Puis regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme politique. Là, ce qu'on a fait, c'est a posteriori, quand il s'est mis à y avoir une augmentation dramatique de la violence domestique, là, on a voulu donner des sous aux organismes communautaires qui s'occupaient de ça. Pourquoi on n'est pas capable de donner du soutien aux organismes qui aident les femmes victimes de violences en temps de crise? On est capable. On fait juste pas. Alors ça, c'est des changements à faire avant qu'il y ait des crises. Alors, si on est d'accord sur le fait qu'il faut absolument que ça devienne un outil utilisé presque systématiquement, cette analyse différenciée selon le sexe, en même temps, ça implique, je pense à votre spécialité à vous. Vous êtes en communication sociale et publique. Vous ne pouvez pas être en silo là-dessus, parce que justement, si on parle de politique publique qui concerne l'économie, la santé physiologique, le bien-être social, etc., etc., dans une discipline comme la vôtre, est-ce que vous êtes, Joanne Saint-Charles, toujours en train d'aller frapper à d'autres portes pour alerter des gens? Oui. Et en fait, je vous dirais, je ne me suis pas impliquée à l'Institut des sciences de l'environnement par hasard, non plus qu'à l'Institut Santé et Société. Tous les instituts de l'UQAM sont interdisciplinaires et c'est nécessaire. Pour penser les problèmes qui sont à l'intersection genre, santé et environnement, qui est l'univers dans lequel moi je travaille, je ne peux pas faire ça juste moi, comme chercheuse en communication humaine ou sociale et publique. Là. Je dois avoir des gens de plein d'autres disciplines, des sciences naturelles, des sciences de la santé, des sciences sociales. Et je pense que ça fonctionne parce qu'on apprend dans notre travail à se confronter parce qu'on ne voit pas la même chose, on ne voit pas les mêmes... sous le même angle les choses, puis à construire là-dessus. Fait que moi, ça me paraît important. Et quand on entend des entrevues dans les journaux, par exemple, sur les changements climatiques, on nous parle des sciences de la nature pour nous expliquer ce qui est en train de se passer. Mais on sait pourtant très bien que là où le bas blesse, c'est pas tant que le climat globalement se réchauffe, mais c'est que les humains contribuent à ce réchauffement. Et là, ça prendrait des sciences humaines et des sciences sociales aussi pour travailler là-dessus. Et si on s'y intéressait, on aurait probablement plus de femmes aussi qui répondraient à ces questions-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un phénomène circulaire qui est dû au fait que l'économie traditionnelle qui contribue le plus au réchauffement est aussi une économie assez typiquement masculine, si on pense aux combustibles fossiles, entre autres? Tout à fait. Ceci dit, des études ont montré que dans le domaine des énergies renouvelables, c'est encore essentiellement des hommes. Ah bon? Oui. On trouve les femmes dans les petits projets, les projets locaux, communautaires, et les grands projets, c'est des hommes majoritairement. C'est encore.
Alors là, je parlais de la nécessité d'une approche transdisciplinaire, mais j'avais oublié un morceau. Je parlais de spécialistes en santé, en sciences. L'éducation, il faut d'urgence peut-être essayer aussi de continuer les opérations qui visent à inciter des jeunes filles à aller vers ces domaines-là? Oui, absolument. Pour moi, l'éducation fait partie des sciences sociales, mais oui, tout à fait. Il faut continuer d'encourager les femmes à aller et d'encourager les hommes, ce qu'on dit moins souvent. Et ici, il y a beaucoup de collègues en communication. Ils pourront vous dire que la faculté de communication au niveau des étudiantes, c'est surtout des étudiantes, beaucoup plus que des étudiants. Et si on va dans les disciplines en sciences sociales et en sciences humaines de manière générale, on trouve plus de femmes. Il faut encourager les hommes aussi à aller vers les disciplines des sciences sociales et les femmes à aller vers les disciplines des sciences de la nature et valoriser les apports des deux. C'est très intéressant parce que c'est peut-être un angle mort, ça, qui n'a pas été beaucoup... on entend rarement des gens monter sur la place publique pour dire, savez-vous quoi, ça devrait jouer dans les deux sens. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous, Joanne Saint-Charles, vous avez cette impression, moi je pense exactement comme vous, là, que la diversité est bonne partout, mais qu'est-ce que finalement une présence dans des domaines trop traditionnellement féminins, qu'est-ce qu'une présence un peu plus importante d'hommes pourrait changer? Bien, un des éléments que ça pourrait changer, du moins tant et aussi longtemps que l'égalité entre les sexes n'est pas atteinte, c'est que ça va valoriser la profession. C'est triste à dire. C'est triste à dire, mais c'est Oui. un des phénomènes. Mais ça va aussi apporter un regard de personnes qui, encore aujourd'hui, ont reçu une éducation différente. Parce qu'on a beau faire beaucoup d'efforts, puis je pense que dans notre pays, on a quand même fait énormément de chemin sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je travaille aussi beaucoup en Afrique et en Amérique latine. C'est assez différent. Oui. Faire attention, là, dans ce que je dis, il ne faut pas diviser le monde en deux. C'est ça, il ne faut pas Les études montrent généraliser. très clairement qu'il y a plus de Oui. différences entre les femmes et entre les hommes qu'entre les deux. Voilà. De manière générale. Donc, il ne faut pas... On parle sur des moyennes et on peut avoir localement des différences beaucoup plus grandes entre deux femmes qu'entre un homme et une Oui. femme. Mais, est-ce que je me trompe? C'est vous qui allez pouvoir me répondre en disant que la société essaie encore quand même de nous convaincre que ce sont deux mondes complètement différents et qu'il y a beaucoup de gens qui, de manière finalement inconsciente, ce modèle. On divise le monde en morceaux. Je pense que ça aussi, c'est un questionnement qu'on doit porter. On fait ça, les humains. Tous les humains ont propension à faire du nous-eux. On va dans les classes à la petite école, puis les enfants font du nous-eux. Ouais? Et les inégalités sont là. C'est comme ça qu'elles se créent, qu'elles émergent. Travailler sur mieux comprendre pourquoi les humains font du nous-eux, comment on dénoue les nous-eux. On sait que les humains ont cette propension. Est-ce qu'on pourrait travailler plus là-dessus? Comment on la défait? Une des façons dont on sait qu'on la défait, c'est par les échanges, l'interdisciplinarité, le mélange. Donc, il faut éviter de se créer des ghettos au sens large du terme. Travailler là-dessus, mais c'est un travail de longue haleine. Oui. Alors, puisqu'en ce moment, nous, on rêve puis on espère aplanir rapidement la courbe des inégalités, Joanne, qu'est-ce qu'on peut faire, disons, à plus brève échéance? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme, je dirais, comme veille ou comme intervention beaucoup plus chirurgicale pour essayer de, par exemple, j'en reviens à notre point de départ, limiter les impacts de la pandémie sur les femmes? Bien, à court terme, étant donné que les impacts sont déjà là... Ils sont enclenchés, en tout cas, là. Il y a déjà beaucoup de recherches qui commencent à se faire pour les faire émerger. Mais à court terme, c'est tout de suite d'aller répondre pour éviter qu'on s'en aille trop loin. C'est tout de suite de voir qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, là, pour s'assurer que les femmes victimes de violences peuvent rapidement aller quelque part. Donc, dans la relance, dans ce qu'on appelle la relance, avoir ce regard ADS+, très, très, très Oui. vigilant dès le départ. Mais
Est-ce que vous avez l'impression que c'est bien parti quand on voit qu'on veut mettre des milliards dans l'infrastructure encore? Pas vraiment. Pour l'instant, on est plusieurs à mettre notre voix pour que ça aille dans cette direction-là. Mais pour l'instant, il y a une croyance aussi que si on devient plus riche, tout le monde va devenir plus riche. Mais la croyance ne se vérifie pas. Non. Et les inégalités augmentent. Donc, il faut lutter contre, comme individu, comme chercheur, chercheuse. Là, chacun ou chacune peut jouer un rôle à ce niveau-là. Mais Joanne Saint-Charles, en terminant, est-ce que en ce moment, si vous aviez un message urgent à passer, là, qu'est-ce que ce serait? Un message, mais juste un, là, une erreur à éviter, une décision, une orientation à prendre très rapidement pour pas échapper le morceau, comme on dit. Une. Ah, je peux vous en offrir deux. Deux coups de baguette magique, mettons. Oui. Ma première baguette magique, ce serait ça, là. C'est aller s'assurer que les personnes qui étaient déjà pauvres, qui sont en train de le devenir plus, quitte à ce que ce soit, là, ces baguettes magiques, ça ne va pas régler le problème longtemps, mais quitte à ce que ce soit, on donne des sous, puis c'est tout. Et je dirais, mon deuxième coup de baguette magique, ce serait réfléchir, puis peut-être dès à présent, à l'organisation de notre système hospitalier. Les choix qu'on a faits n'ont pas été, vous le savez, on a envoyé des gens en CHSLD, on sait. Puis quand on regarde, c'est les personnes les plus contaminées, c'est les personnes qui travaillent en santé. Comment on peut s'assurer, si jamais il y a d'autres éclosions, que ces personnes-là, on a vu, le système fait en sorte qu'elles se promènent d'un endroit à l'autre. Alors, en plus d'être les plus infectées, elles sont les plus infectantes. Donc, ça, ce serait mon deuxième coup de baguette magique, là. Assurez-vous que c'est un vrai isolement, puis que ces personnes-là sont vraiment protégées pour elles, mais aussi pour les gens qu'elles voient. Ces personnes-là sont proches de personnes malades. Ce qui veut dire repenser l'administration de la santé en fonction de ces objectifs-là. Oui. Ouais. J'ai des baguettes magiques qui en demandent un peu, là. Mais... Ça prend une bonne baguette magique, ça a l'air. Une grosse, hein? mais vous me l'avez offerte. Je vous l'ai offerte. Joanne Saint-Charles, c'était de bonne guerre. Merci beaucoup pour cet entretien, Joanne Saint-Charles. Merci à vous. Alors, je vous rappelle que Joanne Saint-Charles est professeure en communication sociale et publique à l'UQAM et qu'elle est directrice de l'Institut Santé et Société. On se retrouve bientôt pour un autre entretien.